tu as peut-être réduit ta viande, pas forcément par conviction profonde. Parfois juste parce que tout autour de toi te dit que c'est mieux, mieux pour la planète, mieux pour les animaux, mieux pour ta santé. Les deux premiers, je peux les comprendre. Ce sont des choix éthiques et écologiques que je respecte. Ils méritent une vraie place dans le débat. Le troisième, en revanche, mérite qu'on s'y arrête. Parce que c'est sans doute la phrase la plus mal utilisée de la nutrition moderne. Manger moins de viande, c'est mieux pour ta santé. Cette phrase-là, presque jamais discutée, fait des dégâts silencieux dans la santé de milliers de femmes qui pensent bien faire. Aujourd'hui, on ne va pas se demander si tu dois manger ou non de la viande. C'est ton choix et il t'appartient. On va se demander autre chose. D'où vient cette idée que limiter la viande serait forcément un bénéfice pour ta santé? Sur quel mythe scientifique cette idée s'est construite? Et ce qu'elle peut coûter à ton corps, mais surtout à ton cerveau, quand on la suit sans la regarder en face. L'objectif est simple, que tu puisses faire un choix éclairé, pas un choix sous influence. Parce qu'en nutrition comme ailleurs, ce qui compte n'est pas tellement ce que tu décides, c'est ce que tu sais avant de décider. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sophie Gironi. Je suis coach en optimisation métabolique. J'ai écrit 4 livres aux éditions Thierry Soucard. J'ai aidé plus de 4000 femmes en bientôt 10 ans à comprendre leur corps au lieu de le combattre. Bienvenue dans Reset. Avant qu'on commence, un mot d'honnêteté. Cette voix que tu entends, c'est la mienne. Ce texte, c'est moi qui l'ai écrit, chaque ligne. Mais c'est une intelligence artificielle qui l'enregistre parce qu'il n'est pas toujours simple de réunir les conditions d'enregistrement optimales pour produire un épisode par semaine. Je préfère te le dire en clair plutôt que de faire semblant. Allez, tu es prête? On y va. Parlons de ce que la viande fait ou pas à ton métabolisme. Voici la première chose qu'on ne te dit jamais. Quand on parle de manger moins de viande, on mélange en réalité 3 questions complètement différentes. 3 questions qui appartiennent à 3 sciences différentes et qui ne se répondent pas l'une l'autre. La première question est éthique. Ai-je le droit de tuer un animal pour le manger? Cette question est légitime, elle est ancienne, elle est posée depuis Pythagore. Elle continue d'être posée aujourd'hui par des milliers de femmes qui sentent que quelque chose les dérange dans l'élevage industriel. C'est une question de philosophie morale. Sa réponse appartient à ta conscience. La deuxième question est écologique. Ma consommation pèse-t-elle sur la planète, sur les ressources en eau, sur la biodiversité, sur le climat? Cette question est aussi légitime. Elle est plus récente. Elle a émergé avec la prise de conscience environnementale des dernières décennies. C'est une question de climatologie, d'écologie systémique, d'analyse de cycle de vie. Sa réponse appartient aux climatologues, aux écologues et au débat politique collectif. La troisième question est nutritionnelle. Est-ce que mon corps a besoin de ce que la viande contient? Cette question est encore différente. Elle ne dépend ni de la météo, ni de l'éthique, ni de l'époque. Elle dépend de la biologie humaine, façonnée par 10 000 ans d'évolution sur une alimentation qui a toujours inclus des produits animaux. Sa réponse appartient à la physiologie. Et la physiologie ne change pas juste parce qu'on a changé d'avis sur l'élevage. 3 questions, 3 sciences, 3 réponses. Mais on a pris l'habitude de les fondre en une seule. On entend c'est mieux pour la planète. On traduit c'est mieux pour moi. On glisse sans s'en apercevoir d'un registre à un autre. Et le glissement est si fluide qu'on ne le voit même plus. C'est comme si tu décidais de ne plus prendre l'avion pour des raisons climatiques et que tu en concluais que ne plus voler serait aussi bon pour ta santé. Le raccourci serait absurde. Tes raisons écologiques de ne pas voler n'ont rien à voir avec ce que ton corps réclame pour fonctionner. Pour la viande, c'est pareil, tu peux décider en pleine conscience de réduire ta consommation pour des raisons éthiques parce que la souffrance animale te touche. Ce choix est respectable. Tu peux décider en pleine conscience de la réduire pour des raisons écologiques. Ce choix est respectable aussi. Mais aucune de ces décisions ne change ce que ton corps demande pour produire des hormones, réparer ses tissus, fabriquer ses neurotransmetteurs, entretenir sa masse musculaire, défendre son immunité. La biologie humaine n'a pas d'opinion morale, elle n'a pas d'avis sur le climat, elle a des besoins, et ces besoins, elle les exprime dans une langue très précise qui s'appelle la physiologie. Quand tu retires de la viande, tu retires de ton assiette une concentration unique de briques structurelles, des acides aminés essentiels qu'aucune céréale ne fournit dans les bonnes proportions, des acides gras à longue chaîne que les graines ne convertissent qu'à 5-10%, parfois moins, des minéraux qu'aucune feuille verte ne te donne sous la forme la plus assimilable. Si tu ne compenses pas activement, ton corps va piocher dans ses réserves. Pendant longtemps, parfois pendant des décennies, ça ne se voit pas. Il a des réserves, il fait avec. Et puis un jour, les réserves s'épuisent.
Et là, ce qui devait rester invisible devient visible, sous forme d'épuisement, de masse musculaire qui fond, de cheveux qui tombent, de morale qui flanche, de sommeil qui se fragmente. Pas parce que ton choix éthique était mauvais, parce qu'on ne t'a pas donné, en même temps que ce choix, le mode d'emploi biologique qui va avec. Tu te demandes peut-être, si la viande est si essentielle, pourquoi tant de médecins, tant de magazines, tant d'autorités de santé répètent depuis des décennies qu'il faut en limiter la consommation. La réponse mérite qu'on s'y arrête parce qu'elle nous emmène dans une histoire qui mêle science, politique et inertie institutionnelle. L'idée que la viande serait mauvaise pour la santé repose sur quatre grands mythes. Chacun a son origine. Chacun a été nuancé, voire démenti par la science contemporaine. Mais ces démentis sont arrivés trop tard pour défaire ce que les premières décennies avaient gravé dans les têtes. Premier mythe. Le cholestérol alimentaire serait dangereux. Cette idée vient des travaux d'Ansel Keys dans les années 50 et 60, et notamment de la fameuse étude des 7 pays. Keyes a sélectionné 7 pays parmi les 22 pour lesquels il avait des données, en gardant ceux qui validèrent son hypothèse. La méthodologie était orientée, et c'est pourtant sur cette base que les recommandations occidentales sont restées calées pendant 50 ans. Aujourd'hui, on sait que le foie produit environ 80% du cholestérol qui circule dans ton sang. L'apport alimentaire a un effet limité chez la majorité des gens, et les Dietary Guidelines for Americans, qui sont la référence mondiale, ont retiré la limite de cholestérol alimentaire en 2015. Le mythe a été officiellement enterré il y a déjà 10 ans, mais il continue à hanter les consultations. Deuxième mythe, les graisses saturées seraient cardiotoxiques. Là encore, l'origine est dans les travaux de Keyes et dans les recommandations qui en sont sorties. Pendant des décennies, on a expliqué aux femmes qu'il fallait limiter le beurre, la crème, les viandes grasses pour éviter l'infarctus. Sauf qu'en 2010, une méta-analyse publiée par Siri Tarino et ses collègues, qui regroupait les données de plus de 300 000 personnes, n'a pas trouvé d'association significative entre consommation de graisses saturées et maladies cardiovasculaires. En 2014, une autre méta-analyse, signée Chaudhuri et publiée dans les Annals of Internal Medicine, a confirmé ce résultat. Le lien n'est pas ce qu'on a pensé. Il y en a peut-être un, dans certains contextes, chez certains profils, en interaction avec d'autres facteurs. Mais le message simpliste «les graisses saturées tuent le cœur» est scientifiquement obsolète. Troisième mythe, les protéines animales seraient mauvaises pour les reins. Cette idée vient d'études faites sur des patients déjà atteints d'insuffisance rénale, à qui on demandait légitimement de réduire leur apport protéique pour ne pas surcharger un organe défaillant. Le problème, c'est que cette recommandation a été extrapolée, sans aucune base scientifique solide, à des populations en pleine santé. La méta-analyse de De Vries et de ses collègues, publiée en 2018 dans le Journal of Nutrition, a regroupé 28 études. Conclusion, aucun effet délétère de l'apport en protéines, même élevé, sur la fonction rénale chez les sujets en bonne santé. Tu peux manger des protéines animales en quantité, si tes reins fonctionnent normalement, ils ne s'en porteront pas plus mal. Quatrième mythe, la viande rouge serait cancérigène. C'est plus subtil. En 2015, l'OMS a classé la viande transformée, c'est-à-dire la charcuterie industrielle, le bacon, les saucisses, dans le groupe 1, celui des cancérigènes avérés, et la viande rouge non transformée dans le groupe 2A, celui des cancérigènes probables. Les médias ont retenu une chose, la viande donne le cancer, mais le diable est dans les détails. La viande transformée et la viande non transformée n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'effet est dose dépendant, modeste pour la viande non transformée, et conditionné par le mode de cuisson, par la qualité de l'élevage, par le contexte alimentaire global. Une bonne côte de bœuf dans une assiette riche en légumes verts et en huile d'olive n'a pas du tout le même profil de risque qu'une saucisse industrielle quotidienne dans une assiette pleine de frites. Ces quatre mythes ont fait beaucoup de mal. Ils ont rendu possible une équation toxique, moins de viande égale meilleure santé. Et ils ont ouvert un boulevard à l'industrie ultra transformée végétale qui se vend comme une alternative saine, alors qu'elle est souvent chargée en huile raffinée, en émulsifiants, en additifs, en sucres ajoutés. Le procès de la viande s'est instruit sur des preuves qui n'en sont plus. Pendant que personne ne regarde, c'est l'ultra transformé qui rafle la mise. Il y a un dernier point, et c'est celui qui me touche le plus dans ma pratique, parce que c'est celui qu'on voit le moins et celui qui fait le plus de dégâts silencieux. Quand on parle de la viande et de ses bénéfices, on pense aux muscles, parfois aux os,
rarement à la peau ou aux ongles. On ne pense quasiment jamais au cerveau, et pourtant, c'est sans doute là que les briques structurelles d'origine animale font la différence la plus spectaculaire. Ton cerveau est l'organe le plus énergivore de ton corps. Il pèse environ 2% de ta masse, mais il consomme à lui seul plus de 20% de l'énergie que ton corps brûle au quotidien. Pour fonctionner, il a besoin de carburants spécifiques, pas de calories en général, de carburants précis dans des formes précises, et ces formes-là sont concentrées dans le règne animal. Une psychiatre américaine formée à Harvard a passé 15 ans à creuser cette question dans sa pratique clinique. Elle s'appelle Georgia Ide. Elle a écrit un livre passionnant qui vient d'être traduit en français aux éditions Thierry Soucard sous le titre Nourrir son cerveau, soigner son mental. C'est l'un des livres les plus importants publiés ces dernières années sur le lien entre alimentation et santé mentale. Sa thèse en 2 phrases. Une partie significative des troubles de l'humeur, de l'anxiété, du brouillard mental, de la fatigue cognitive qu'elle observe en consultation psychiatrique sont des manifestations d'un cerveau sous-nourri, pas en calories. En briques structurelles spécifiques que l'alimentation contemporaine, hyper végétalisée et hyper transformée, ne fournit plus. Quelle brique? La vitamine B12 qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans les aliments d'origine animale. Sa carence donne fatigue chronique, troubles de l'attention, anxiété et, dans les cas sévères, symptômes psychotiques. Le fer héminique, 2 à 3 fois mieux absorbé que le fer végétal des épinards, présent dans la viande rouge. Et les abats, indispensables à la production de dopamine, donc à la motivation, à la vigilance, à la clarté d'esprit. Le zinc biodisponible qui module l'humeur et participe à des centaines de réactions enzymatiques qu'on trouve concentrées dans les huîtres, la viande, les œufs, le DHA et l'EPA, ces 2 acides gras oméga 3 à longue chaîne qui constituent la membrane même des neurones et qui modulent la fluidité des synapses. Ces formes longues sont quasi inexistantes dans le végétal. Les graines de lin et les noix te donnent de l'ALA, qui est leur précurseur. Mais ton corps doit le convertir. Et cette conversion plafonne à 5-10% chez la plupart des femmes, parfois moins. Les graines ne te dispensent pas du saumon ou des sardines. Et puis la choline, dont quasiment personne ne parle, indispensable à la synthèse de l'acétylcholine, le neurotransmetteur de la mémoire, qu'on trouve concentré dans le jaune d'œuf et le foie. Ces briques-là, ton cerveau ne sait pas les fabriquer à partir de rien. Il les attend dans ton assiette. Le scénario que je vois passer encore et encore dans ma pratique est toujours le même. Une femme qui a réduit sa viande par éthique, par conviction écologique ou parce qu'elle a voulu manger plus sain, pendant des années, ça va. Son corps puise dans ses réserves, fait avec. Et puis, à la quarantaine, à la périménopause, parfois plus tôt, parfois plus tard, le système se déséquilibre. Elle prend du poids. Elle se fatigue plus vite, elle dort moins bien, elle se met à pleurer pour rien, elle perd des cheveux, elle se sent dans le brouillard comme derrière une vitre, elle ne se reconnaît plus, elle va voir son médecin, elle évoque ses symptômes, on lui propose un antidépresseur, on lui parle de stress, on lui suggère de méditer, mais personne, presque jamais, ne pose la question de ce qu'elle mange. Personne ne demande quel est son apport en B12, en fer héminique, en EPA. Personne ne fait le lien entre des décennies d'assiettes sans briques structurelles et un cerveau qui finit par tirer la sonnette d'alarme. Pour ces profils-là, et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, le déficit silencieux n'est pas anodin, il est ravageur. Pour le dire crûment, parce qu'il faut parfois nommer les choses, pour certaines femmes, c'est même assassin. On revient à la phrase du départ. Tu as le droit de manger moins de viande, tu as le droit de ne pas en manger du tout. Ces choix sont les tiens et personne n'a à te les imposer ni à te les retirer. Mais si tu fais ce choix, fais-le les yeux ouverts. Fais-le en sachant ce que ton corps va te réclamer en compensation. Fais-le en mettant à la place de la viande des poissons gras, des œufs entiers, des fruits de mer, des produits laitiers de qualité quand tu les tolères. Et parfois, pour combler ce qui ne se comble pas dans l'assiette, une supplémentation ciblée en B12, en fer, en EPA, en choline. Fais-le en pleine conscience que la moyenne n'existe pas, que ce qui est gérable pour ta voisine ne l'est pas forcément pour toi, que la périménopause va exiger plus, pas moins, et que tes besoins en briques structurelles vont monter au moment même où ton entourage te suggère de les baisser.
Les choix éclairés naissent de l'information complète. Tu n'as pas à choisir entre l'éthique, l'écologie et ta santé. Tu as juste à choisir en sachant ce que tu choisis vraiment. Si cet épisode te parle, partage-le à une femme autour de toi qui en aurait besoin. Et si tu n'es pas encore inscrite à La Quotidienne, ma newsletter gratuite, je t'écris chaque matin sur sophiegironi.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reset. D'ici là, prends soin de toi. Et n'oublie pas, tu as le droit de choisir ton assiette, mais tu ne peux pas choisir ta biologie.